Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais introduire le sujet. Je laisserai Anna vous présenter les cas avant de conclure sur les deux questions que Benoît nous a posées. Et quand on parle de discrimination sur les plateformes, on parle d'abord de discrimination. Quand on parle de discrimination, on voit aujourd'hui que lutter contre les discriminations reste un défi majeur. Benoît Friedman et Caroline Brichteux viennent de publier un livre qui s'appelle « Les défis du droit global ». Et parmi les défis du droit global, il y a un chapitre qui est consacré à la lutte contre les discriminations. Sur la diapositive, je vous ai présenté un des derniers rapports publiés par l'Agence européenne des droits fondamentaux, un rapport publié en décembre 2017, qui nous dit qu'il y a 17 ans, on adoptait au sein de l'Union européenne des législations antidiscriminatoires et notamment une directive européenne qui vise à éradiquer les discriminations fondées sur la race et l'origine ethnique. Et ce rapport nous montre à quel point les discriminations restent répandues. Discrimination, c'est-à-dire les différences de traitement dans différents domaines de la vie sociale, que ce soit l'emploi, que ce soit le logement, que ce soit l'éducation, sur les milliers de personnes qui ont répondu à cette enquête. Une personne sur 4 s'est sentie discriminée dans les 12 mois précédant l'enquête pour un motif lié à son origine ou à son statut migratoire. Le directeur de l'Agence des droits fondamentaux, dans son avant-propos, nous disait à quel point les expériences discriminatoires étaient récurrentes et qu'il était frustrant de ne pas arriver à plus d'effectivité pour le droit de la non-discrimination. Alors, on ne peut pas dire que de l'autre côté de l'Atlantique, ce soit bien mieux. Là, je vous ai montré juste une image en matière de logement et à nouveau un rapport de Laura Murphy datant de 2016, rapport de Laura Murphy qui est une figure assez connue aux États-Unis. Elle est membre de l'ACLU, donc American Civil Liberties Union, qui est une des grandes organisations en matière de défense des droits civiques aux États-Unis et qui est une des premières femmes noires américaines à diriger le département juridique de la section de Washington de l'ACLU. Et Laura Murphy nous disait, même si on a des lois fédérales aux États-Unis, la première loi fédérale, c'est le Civil Rights Act de 1964, qui a interdit les discriminations fondées sur la race, la couleur de peau notamment, dans le secteur de l'emploi, puis le Fair Housing Act en 1968 dans le secteur du logement. Même si on a ces législations qui existent depuis une cinquantaine d'années, elle nous indique que l'accès au logement sans discrimination reste un des enjeux majeurs dans la plupart des États aux États-Unis. Alors, dans ces exemples, on parlerait, entre guillemets, du racisme bête et méchant, c'est-à-dire des discriminations, des différences de traitement qui seraient directement fondées sur l'origine de quelqu'un, qui seraient des biais, des préjugés conscients. On a une série d'affaires, il ne faut pas aller aux États-Unis pour ça, dans la jurisprudence belge, où on avait des petites annonces, à l'époque où on recherchait encore des appartements dans le Vlan, qui était un tout de boîte, qui était distribué, où on trouvait à l'époque seulement Belges de souche. Ou encore aujourd'hui, si on quitte le racisme pour aller vers l'homophobie, où vous avez un couple qui visite un appartement, l'agent immobilier ne leur dit pas de problème, je contacte le propriétaire, ils ont tout ce qu'il faut en matière de revenus pour se payer cet appartement, en tout cas pour payer le loyer. Et l'agent immobilier très génère téléphone le lendemain en disant « Désolé, le propriétaire préfère louer à un couple normal ». Donc, entendez, un couple hétérosexuel. Donc, dans ces cas-là, non seulement la preuve de la discrimination est assez évidente, mais en plus, on parle de préjugés qui sont des préjugés tout à fait assumés, disons, par ceux qui les véhiculent.
On a aussi autre chose, et par rapport à cela, les études de sciences sociales, de psychologie sociale, tu peux mettre sont intéressantes pour nous le faire comprendre. On a une série de tests qui sont développés et qui sont de plus en plus connus, qui visent à mesurer nos préjugés implicites, c'est-à-dire les préjugés dont on n'est pas conscient. Et notamment Harvard mène depuis plusieurs années le projet qui s'appelle Implicit Project. Il est maintenant traduit en ligne, pas très bien traduit en français, mais traduit en français. Vous pouvez le faire gratuitement. Vous pouvez mesurer votre biais implicite sous différents critères, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Et l'idée de ces tests est assez simple. C'est-à-dire que vous avez d'abord une division manichéenne entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qu'on va automatiquement associer à quelque chose de bon, la joie, l'amour, le succès, le plaisir. Et ce qu'on va automatiquement associer à quelque chose de mauvais, la douleur, ce qui est horrible, ce qui est méchant, ce qui est mal, l'échec. Et donc, et puis, on vous présente également des photos de personnes, certaines ayant la peau claire. Aux États-Unis, c'est afro-américain ou blanc. Pour l'étude plus européenne, là, vous avez plus de variété de personnes, d'origine de personnes à la couleur peau foncée. Et on vous, en fait, tu peux faire la suivante. Ce qu'on fait, c'est que vous devez avoir vos doigts sur 2 touches. Et on vous fait d'abord associer les mots plaisir, etc., avec bon d'un côté, épouvantable avec mauvais de l'autre, et puis vous devez classer les personnes en fonction, personne à la peau claire, personne à la peau foncée. On vous fait changer, évidemment il faut avoir un minimum de motricité pour le faire, et puis on vous fait des associations du style good or African Americans, bad or European American, et vous devez donc non seulement à ce moment-là associer ce qui est bien, le plaisir, la bonté, etc., sur le coin supérieur droit, mais également les images de personnes d'origine afro-américaine qui apparaissent. Et puis, on va vous mesurer. Et donc, vous avez une série d'articles de journalistes qui se sont prêtés à ces tests, qui se vivaient absolument pas du tout racistes et sans préjugés, et qui sont interloqués parce qu'on leur dit qu'ils ont un slight preference pour des personnes à la peau claire. Donc j'invite tout le monde à... ou slight preference pour l'inverse. Personnellement, j'ai eu les résultats dans les 2 sens, donc ça m'a rassurée en me disant que finalement c'était neutre. J'avais atteint la neutralité, mais il faut... Donc ce qu'on mesure aussi, c'est évidemment votre vitesse de réaction, c'est l'idée que vous ne deviez pas réfléchir et de voir en fait quelles sont les associations dans votre esprit. Tout ça pour vous dire, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très documenté en psychologie sociale, c'est quand on parle de discrimination, on parle également de tout ce qui est préjugé, que ces préjugés soient conscients ou ne soient pas conscients. Et dans le débat pour l'élection américaine, pour la dernière présidentielle américaine, en 2016, vous vous souviendrez peut-être qu'un moment de la campagne où une série de propos racistes avait été sorti par Donald Trump, Hillary Clinton avait dit « I think implicit bias is a problem for everyone ». Et il avait rétorqué une semaine plus tard en disant que Hillary Clinton avait suggéré que tout le monde, même la police, était raciste et pleine de préjugés, et que c'était évidemment a bad thing de penser cela. Donc cette notion de préjugés inconscients et de mesure de préjugés inconscients, c'est quelque chose qui est assez connu. C'est quelque chose qui est également mesuré par rapport aux discriminations fondées sur le sexe. Il y a quelques années, vous avez peut-être vu ça dans Le Monde, une grande campagne aux États-Unis pour essayer de comprendre pourquoi il y avait tellement peu de femmes qui avaient des postes de professeurs ou des postes à responsabilité dans les laboratoires de sciences aux États-Unis. Et ce qu'ils ont mené, c'est qu'ils ont envoyé des candidatures à l'aveugle, c'est-à-dire des candidatures qui étaient en tout point semblables, à part le fait que certains s'appelaient Michael et d'autres Jennifer.
et ils ont étudié les processus de sélection de ces candidatures. Processus de sélection qui était fait également par des femmes au sein des universités, pour montrer que à expérience égale et même supérieure, à curriculum vitae égal et même supérieur, les femmes avaient 20 à 30% moins de chances d'être juste sélectionnées à un job interview pour des, pour des emplois hautement qualifiés. Et donc, à nouveau, pour prendre en compte, pour essayer de sensibiliser les procédures de recrutement à l'existence de ces préjugés et de former les personnes qui participent à l'existence de leurs propres préjugés. Alors, si on bouge, si on va vers le droit de la non-discrimination, et vraiment de manière très rapide pour que vous ayez juste les points principaux pour comprendre les enjeux du débat. Quand on parle du droit de la non-discrimination, on parle plus que de l'égalité, de la cause d'égalité constitutionnelle en droit. Quand on parle de droit de la non-discrimination, on vise en fait des motifs de discrimination qui sont des motifs spécifiques de discrimination. Motifs de discrimination comme la couleur de peau, comme l'origine ethnique, comme l'orientation sexuelle, comme le sexe, comme le handicap, comme la religion, comme l'âge, qui sont des motifs qui ne doivent aucunement intervenir dans la prise de certaines décisions ou qui ne doivent pas intervenir pour permettre l'accès à certains secteurs. On parle de l'éducation, par exemple, mais on parle de l'accès au logement, parler de l'accès à l'emploi également. Donc c'est l'idée que certains critères, en fait certains motifs, n'ont absolument rien à faire dans ce type de prise de décision. Être une femme ou être un homme, être d'origine, de telle origine ou de telle autre, ne détermine pas les compétences de quelqu'un pour un emploi. Et donc ce droit de la non-discrimination est un droit, en tout cas, qui a pris forme dans de nombreux États aujourd'hui de par le monde. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les formes de discrimination qui sont interdites en droit, et très certainement en droit européen, je parle ici du droit des 28 encore États membres de l'Union européenne, mais au-delà, d'une certaine manière également au sein du Conseil de l'Europe, ces formes de discrimination dépassent la discrimination directe, c'est-à-dire la discrimination la différence de traitement qui se fonde directement sur le motif protégé. Ce logement n'est accessible qu'aux Belges de souche, discrimination directe. Le propriétaire préfère louer un couple normal, discrimination directe. Les formes de discrimination interdites visent également, Benoît en a parlé, la discrimination indirecte. La discrimination indirecte, c'est tout critère, toute pratique, toute politique qui est apparemment neutre, donc c'est-à-dire qui ne touche pas au genre, à la race, à l'orientation sexuelle, à l'âge, au handicap, qui est apparemment neutre, mais qui, dans ses effets, va être préjudiciable pour un groupe protégé. Pour vous donner un exemple, parce que cette notion de discrimination indirecte est née aux États-Unis. Aux États-Unis, après le Civil Rights Act qui interdit la discrimination raciale dans le secteur de l'emploi, ce que l'on a vu, c'est que certains critères pour accéder à certains emplois, notamment des critères d'être titulaire d'un diplôme de high school, avaient un impact disproportionné en raison de l'histoire de ségrégation raciale sur les Afro-Américains. Et donc, la Cour suprême des États-Unis, dans les années 70, quand c'était encore une cour qui protégeait les droits des minorités, a construit cette notion de discrimination indirecte, d'impact disproportionné, en disant qu'à partir du moment où on peut montrer, notamment par des statistiques, que cette exigence d'avoir un diplôme de high school a un impact disproportionné sur la communauté noire américaine, alors on va vraiment regarder, on va se tourner vers l'entreprise pour voir si ce critère d'exigence d'un diplôme est vraiment nécessaire pour remplir l'emploi en question, le critère de business necessity. Donc l'idée de discrimination indirecte, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que c'est pas uniquement, l'idée de discrimination, c'est que c'est pas uniquement
un préjugé conscient, ouvert, qui entraîne un comportement, une attitude, c'est également une série éventuellement ou de préjugés inconscients ou de pratiques structurelles qui entraînent dans leurs effets un impact sur un groupe. Pour les femmes, par exemple, dans les années 80, la Cour de justice, à l'époque des communautés européennes, a pu montrer que des différences salariales entre le travail à temps partiel et le travail à temps plein, qui était le critère de distinction sur les différences salariales, avaient un impact disproportionné sur les femmes. Et donc, on a pu, dans certains cas, corriger, entre guillemets, certaines politiques d'entreprise. Alors, encore une seconde, sur cette diapositive. Ce qui est, quand on parle de droit à la non-discrimination, donc j'ai mis encore 2 termes sur la diapositive. J'ai mis droit global. Pourquoi ? Simplement parce qu'avec Anna, on va vous faire bouger d'un système à l'autre. Et c'est simplement, et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails ici, mais pour vous montrer que ce droit est un droit qui, véritablement, s'est construit au travers notamment de migration de concepts. Si on prend le concept de discrimination indirecte et d'impact disproportionné, il a été forgé par la Cour suprême américaine dans les années 70. Il est arrivé dans une législation anglaise quelques années plus tard. Il a été plaidé par un avocat britannique devant la Cour de justice dans une affaire d'égalité entre les sexes. Il a été ensuite consacré par une directive européenne, etc., pour en maintenant faire partie de la législation des 28 États membres de l'Union européenne, alors qu'il était quasiment inconnu de la plupart de ces législations. Et je pourrais avoir les mêmes développements par rapport au droit australien, au droit néo-zélandais, au droit indien dans certains États. Donc c'est cette idée véritablement de circulation à la fois de concepts juridiques, mais également de circulation d'argumentation juridique qui illustre certains des combats en droit de la non-discrimination. Et l'autre élément sur lequel je voulais insister également, c'est de voir, et ça fait vraiment le lien avec le début du cours, voir à quel point un des enjeux, c'est la mise en œuvre de ce droit et son manque d'effectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans des États qui ont sur papier un droit de la non-discrimination qui devrait être performant, qui est assorti d'aménagements procéduraux comme le partage de la charge de la preuve, en pratique, on voit dans les études en sciences sociales que l'ampleur des discriminations reste particulièrement préoccupante, en tout cas particulièrement haut. Ça nous emmène sur les plateformes, hein, dire mais quelle est la place des plateformes dans tout cela ? La place des discriminations dans l'économie collaborative. Il y a une série d'études maintenant qui montrent que l'économie collaborative a un problème de discrimination. Et qu'il y a des études qui ont montré que, bien évidemment, les discriminations ne sont pas arrêtées aux portes des plateformes. Elles existent dans le monde, entre guillemets, réel, ou en tout cas, enfin tout est monde réel, mais en tout cas elles existent dans le monde antérieur aux plateformes, elles continuent sur les plateformes, il n'y a aucune raison à ce qu'elles s'arrêtent sur les plateformes. Et donc vous avez des études qui sont des études menées par des universités aux États-Unis réputées, notamment par des économistes, mais également par des sociologues, qui ont montré, notamment sur les plateformes de transport, montré que les passagers afro-américains devaient attendre plus longtemps pour avoir, par exemple, une voiture Uber. Idem, sur Airbnb, on a pu montrer, donc, sur des études américaines donc, qui se consacrent beaucoup aux différences de traitement sur la population noire américaine. Si vous êtes afro-américain, que vous avez un nom de famille qui a une consonance noire américaine, eh bien, vous allez avoir 16% moins de chances d'être accepté par l'hôte d'un appartement. Et avant de passer la parole à Anna, juste cerner le sujet qu'on a
décidé de débattre aujourd'hui, c'est vraiment de se poser la question si le basculement de secteurs entiers de l'économie sur les plateformes change quelque chose pour la lutte contre les discriminations. Ça ne change pas l'existence des discriminations, mais est-ce que ça peut changer quelque chose dans un sens ou dans l'autre contre les discriminations? Alors c'est un champ et c'est une question qui est très très largement inexplorée encore en Europe. Il y a un rapport qui a été commandité par la Commission européenne, mais qui n'est pas encore sorti. On n'a pas réussi, même si on connaît certains des auteurs, on n'a pas réussi à en avoir un exemplaire. Et pour pouvoir commencer à s'attaquer à cette question, ce qu'on a décidé de faire, c'est de regarder quelques affaires qui sont médiatisées, qui ont été médiatisées aux États-Unis depuis 2008, Craigslist, Roommate et Airbnb, dans le secteur du logement. Et donc c'est Anna qui va vous présenter ces affaires-là, pour ensuite voir, dans la conclusion que je donnerai éventuellement, quelles sont les perspectives par rapport à d'autres champs. Merci Isabelle, ça marche. Je vais commencer ma présentation. En fait, comme vous le savez déjà, peut-être, il n'existe pas un droit universel, ici, comme ça. Bon. Il n'existe pas un droit universel de la non-discrimination. C'est un droit très fragmenté et très ciblé. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aborder spécifiquement les plateformes des logements, parce qu'il n'avait pas de sens d'aborder toutes les plateformes, parce que le droit applicable est différent. Donc, commençons par les débuts, Craigslist. Peut-être vous êtes beaucoup trop jeune pour connaître cette plateforme américaine fondée en 1995 qui a bouleversé la diffusion des offres, des biens et des services, comme vous voyez sur la carte, d'abord aux États-Unis et après ailleurs. Cette plateforme qui fonctionne maintenant dans le monde entier est une sorte de journal d'information qui diffuse des petites annonces locales relatives à des offres diverses, comme par exemple des offres d'emploi, des logements, des ventes, des événements. Donc, comme vous voyez ici, sur la plateforme, il y a plusieurs rubriques, donc on peut choisir ce qu'on veut selon la rubrique. Et ce sont les individus mêmes qui postent les petites annonces sur la plateforme. On pourrait dire, d'une manière un peu prétentieuse, mais c'est juste pour l'analyse, que Craigslist est le prédécesseur généraliste des plateformes qu'on connaît aujourd'hui, actuellement. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes pour comprendre l'importance de Craigslist. Donc, seulement aux États-Unis, en 2011, la plateforme avait 50 millions de visiteurs uniques. La plateforme avait plus de 50 millions de nouvelles annonces à chaque mois. Et encore, à chaque mois, la plateforme avait 1 million de nouvelles offres d'emploi et 4 millions de nouvelles offres de logement, ce qui plaçait cette plateforme parmi les plus grandes banques de données d'offres du monde. Le problème, c'est que cette plateforme, contrairement aux journaux classiques, aux médias classiques, par exemple, n'a pas de corps éditorial ou des filtres. Donc, ce n'était pas rare, et ce n'est pas encore rare de trouver sur cette plateforme des annonces telles que pas d'enfants, je préfère, pour les logements spécifiquement, je préfère 2 adultes et sans enfants, femme de couleur n'est pas acceptée, je suis chrétien et je cherche des colocataires. Donc, il est assez normal de trouver des annonces qui présentent des préférences discriminatoires qui sont d'ailleurs interdites par la loi américaine, la Fair Housing Act, qui est la loi
dédié à la question des discriminations pour les logements. Donc, une étude empirique publiée en 2010 a montré que plus des 10 000 annonces discriminatoires ont été trouvées seulement dans 10 villes aux États-Unis. La NFHA, qui c'est la National Fair Housing Alliance, a trouvé 2 ans après, et ça on pourrait trouver sur les rapports, plus de 7 500 annonces discriminatoires sur les sites des 50 États américains. Donc, c'est intéressant parce que, en fait, je ne sais pas si, à mon avis, vous n'êtes pas très au courant de la Fair Housing Act, mais cette réglementation interdit toutes sortes de discriminations dans la vente et location des biens immobiliers. Et les motifs protégés sont variés. En fait, au début, c'était juste la race, la couleur, la religion et le sexe. Après, ils ont ajouté les handicaps, les statuts familiales et l'origine nationale. Donc, quand on va louer un appartement aux États-Unis, et ça c'est une loi fédérale, on ne peut pas demander aucune question liée à ces aspects protégés. C'est aussi illégal, selon cette loi, d'imprimer ou publier des annonces discriminatoires. Et ça, c'était super important parce que, en fait, cette législation a rendu les journaux responsables, co-responsables par ces annonces, en fait. Donc, la personne qui discrimine, en fait, qui ne veut pas avoir comment on veut dire, un landlord, oui, un propriétaire qui ne veut pas avoir quelqu'un noir. S'il discrimine, bien sûr, il va tomber sur cette réglementation, mais aussi les journaux qui annoncent cette préférence discriminatoire. Donc, bien sûr que Craigslist, en fait, la question était de savoir si Craigslist serait aussi co-responsable par toutes ces annonces qui ont été publiées depuis que la plateforme a été fondée en 1996. C'est vrai que la plateforme Craigslist retirait certaines de ces annonces et exigeait de ses membres qu'ils adhèrent au Fair Housing Act. Donc, il y avait cette page, quand on va sur Craigslist, on trouve cette page. Mais en même temps, la plateforme, elle était conçue d'une manière à ne pas prévoir que les petites annonces soient l'objet d'une vérification préalable. Donc, au contraire des journaux, la plateforme n'a pas une équipe en fait chargée de la vérification de chaque annonce publiée sur la plateforme. Et devant le refus de Craigslist de vérifier toutes les annonces qui étaient postées sur son site, la plateforme a fait objet, comme c'est assez courant aux États-Unis, d'une action collective fondée sur la violation du Fair Housing Act. Cette action, elle a été introduite en 2006 et a été décidée finalement en cours d'appel en 2008. Donc, seulement pour cette action collective, les groupes, les avocats ont trouvé plus de 100 annonces discriminatoires publiées dans la seule zone géographique de Chicago. À la même période, une autre plateforme qui s'appelle Roommates a fait également l'objet d'une action collective en violation du FHA. Roommates opérait suivant un modèle différent des Craigslist, dans la mesure où, en fait, Roommates est un site spécialisé, vachement plus spécialisé, dans la recherche de colocataires. Donc, c'est une plateforme de colocation. Roommates demandait beaucoup de détails de ses utilisateurs. Donc, d'abord, on pouvait mettre nos préférences pour les logements. En fait, quel type de logement on voulait, la moyenne des prix, etc. Mais Roommates n'était pas content
d'avoir seulement ces informations. Roommates demandait aussi à ses utilisateurs de créer un profil en répondant obligatoirement une série de questions, donc notamment liées à l'âge, les sexes, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la religion, les types d'emploi, les nombres d'enfants et les statuts familiales du colocataire. Donc, c'est quand même une plateforme assez spécialisée. Et sa manière de marcher, en fait, l'utilisateur qui utilisait les roommates, qui cherchait un colocataire, pouvait aussi donner ses préférences en fonction des critères qu'il voulait. Donc, si j'ai envie de vivre avec, je sais pas, une femme blanche, la personne pourrait mettre ça dans les casiers. Et la manière de marcher, c'était en fait pour des correspondances. En anglais, on dit de matches, ce qu'on fait aujourd'hui dans, je ne sais pas, Tinder peut-être. Donc, la plateforme, elle est générée à partir de ces informations, des correspondances, des matchs entre ceux qui cherchaient un logement et ceux qui voulaient louer un logement. Bien sûr, ça n'a pas très bien marché. On peut encore mettre un emoji pour dire comment on se sent en fait. Ça n'a pas été très bien vu par toutes les associations et les agences de défense des minorités aux États-Unis. Et les Fair Housing Council de San Fernando Valley a lancé également une action collective contre roommates au motif des 3 chefs de violation du Fair Housing Act. Donc, premièrement, la plateforme violait ces règlements parce que exigeait la description de la race, de l'origine ethnique, les genres, la religion dans les questionnaires de colocation. Ces infos ne peuvent pas être annoncées lors d'une transaction de location. Deuxièmement, les annonces discriminatoires qui ont été postées et partagées sur la plateforme et les préférences discriminatoires de colocataires. Donc, cette affaire s'est retrouvée devant la Cour d'appel fédérale en 2008. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, ces 2 actions collectives contre des plateformes de logement ont été décidées assez différemment. Donc, l'affaire Craigslist a été décidée d'une manière très différente de l'affaire Roommates. Et pour comprendre pourquoi, il faut faire un tout petit détour par les régimes de régulation des contenus sur Internet, les régimes américains. Donc, je suis sûre que vous êtes au courant de ça, mais à la fin des années 90, la régulation des contenus publiés en ligne a donné lieu à des débats complètement passionnants. Parce que l'Internet était vu au passé comme un espace magnifique de liberté que certains voulaient préserver au maximum. Donc, c'était la liberté de marcher, c'était juste un endroit hors monde. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction, mais l'Internet, c'était un espace de liberté. Dans cet esprit, les congrès américains ont adopté en 1996 la réglementation assez connue comme Communication Distance Act, la CDA, qui était en premier moment une tentative de limiter les contenus pornographiques sur Internet. Mais cette même réglementation, pour maintenir cet espace de liberté, limitait aussi considérablement la responsabilité des intermédiaires fournisseurs d'accès et d'hébergement, ce qu'on appelle des ISP, donc sur les contenus publiés par des tierces personnes. Donc les ISP, ils ont une responsabilité assez limitée, voire même inexistante, sur les contenus publiés par de tierces personnes. Cette exemption des responsabilités est contenue dans la section 1230 du CDA,
qui stipule, je vais les lire en anglais, c'est sur les slides, no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or a speaker of any information provided by another information content provider. Donc, la CDA exclut ainsi la responsabilité civile des ISP pour les contenus illégaux publiés par des tierces personnes. Donc, on peut avoir plus ou moins une idée comment les cours vont réagir à ça par rapport aux deux plateformes. Donc, comme je vous disais, dans les recours collectifs dont je vais vous parler, dans la juridiction fédérale des districts, comme la Cour d'appel, le circuit, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, ont décidé que Craigslist était seulement un intermédiaire dont la responsabilité ne pouvait pas être engagée pour du contenu discriminatoire. Donc, Craigslist n'avait aucune responsabilité sur les plus de 10 000 annonces publiées sur la plateforme. Par contre, l'affaire, je pense que l'affaire Roommates montre un peu comment les choses vont marcher, même pour le futur, quand on pense par rapport à Airbnb. La Cour d'appel a décidé en 2008 que la CDA, la Communication Decency Act, n'offre pas d'immunité à la plateforme parce qu'elle était vraiment plus qu'un seul moyen de transmission des annonces. En fait, la plateforme Roommates était vachement plus impliquée sur les contenus du site que Craigslist, qui fonctionnait plus comme un journal. Donc, ainsi, la plateforme Roommates, elle est responsable pour la mise en œuvre d'un système de questionnaires basé sur des éléments discriminatoires et aussi pour les correspondances basées sur les mêmes critères. Donc, seulement le fait d'avoir lancé ces questionnaires et de faire tout un système de correspondance entre les utilisateurs basé sur des critères discriminatoires est interdit. Peut-être il faut dire quelque chose sur la FHA, la Fair Housing Act. Elle ne s'applique pas intégralement aux colocataires, qui sont libres de choisir leur colocataire. Donc, moi, si j'ai envie d'avoir un colocataire, je pourrais refuser une personne en raison de son genre ou de son origine, par exemple. Mais c'est interdit d'annoncer ses préférences. En fait, la loi dit, la jurisprudence comprend aux États-Unis que c'est interdit, même si tu peux avoir des préférences, de les annoncer sur n'importe quel média. Donc, le but de cette réglementation, il est double. Non? Premièrement, protéger la vie privée du colocataire. Donc, j'ai le droit de vivre avec la personne que j'ai envie. Mais en même temps, cette réglementation, elle a le but d'éviter de donner l'impression que discriminer est légal. Donc, je ne peux pas annoncer que je cherche un colocataire blanc. Et c'est intéressant parce que, et ça je montre ici sur cette slide, qu'en raison de ces cas et du nombre des annonces illégaux sur ces deux plateformes, il y en a beaucoup de groupes de défense des droits civiques aux États-Unis, mais aussi la NHFA, qui font pression sur les congrès américains pour modifier les Fair Housing Act. En fait, ils veulent que les intermédiaires soient responsables des annonces discriminatoires qui sont publiées sur les plateformes. L'idée est de pousser les plateformes à développer des outils pour gérer les contenus qu'elles publient. Donc, ils veulent que les plateformes créent des filtres quand même ou des technologies pour éviter ces genres de choses et que les plateformes soient aussi responsables par des annonces discriminatoires, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour les médias traditionnels ou pour les journaux. Donc, je vais me lancer maintenant en troisième cas
dont je veux vous parler qui concerne le Airbnb. Donc, c'est une plateforme vachement plus connue, vachement plus utilisée actuellement. Donc, comme vous le savez, Airbnb est une plateforme communautaire payante des locations et des réservations de logements des particuliers fondée en 2008 par 2 Américains. C'était 2 designers qui ont fondé cette plateforme à la heartland de toute l'économie collaborative, qui c'est à la Californie, plus spécifiquement San Francisco. Donc, la plateforme a eu un succès immense. Donc, en 2018, il y a plus de 1,5 million d'annonces dans 191 pays. Donc, Airbnb permet à des particuliers de louer toute la maison ou une partie de l'habitation comme logement d'appoint. Les sites web, la plateforme offre aussi une possibilité même de le louer, les matelas. Aujourd'hui, on a quand même pour les bateaux à Amsterdam, on peut louer une chambre dans un bateau au canal d'Amsterdam. Donc, les noms de la plateforme jusqu'à 2009 était en fait pas Airbnb, mais c'était Airbed and Breakfast, parce que le but à cette époque, c'était vraiment d'avoir un contact plus proche avec la personne qui venait chez vous. Donc, on devrait offrir quand même un petit déjeuner. La plateforme a eu un grand succès finalement grâce à la saturation du secteur hôtelier et aussi à des prix assez avantageux qu'elle offre. Donc, on pourrait dire, si on a envie de faire un cadre comparatif entre Airbnb et les autres plateformes, Airbnb a quand même certaines particularités par rapport à Craigslist et Roommates. Donc, Craigslist, comme j'avais dit, c'est un journal d'annonces. Il n'avait pas besoin des créations des profils personnels. Annoncer sur la plateforme avait un petit prix. En fait. À New York, par exemple, il fallait payer $10 pour annoncer un logement. Contrairement, Roommates, c'est une plateforme de matchs ou de correspondance pour colocation exclusivement. Il faut encore créer un profil assez détaillé sur la personne, sur l'utilisateur. Ça, c'est obligatoire. Après l'action en justice, en fait, l'utilisateur il a l'option de laisser les casiers vides. Donc, je ne suis pas obligée de dire quel est mon genre ou quelle est ma profession. Donc, ils étaient obligés de changer ça parce qu'avant, c'était obligatoire de mettre tous ces aspects qui sont protégés par la FHA. Il faut aussi payer un abonnement. Donc, pour être sur Roommates, si tu veux avoir les contacts de la personne, il faut payer une petite somme à la plateforme. Et finalement, Airbnb est une plateforme un tout petit peu différente. C'est une plateforme de location à court séjour, donc plus rarement à long séjour, d'une chambre, d'un matelas, d'une maison entière. Donc, certaines localités, en fait, interdisent cela. Barcelone, ce n'est pas possible de louer une maison entière. Les propriétaires doivent être dans la maison. Cette plateforme, elle exige la création d'un profil détaillé. En fait, ce n'est pas obligatoire en fait, de mettre la photo, par exemple, mais c'est une plateforme qui marche quand même sur la confiance. Donc, c'est recommandable de mettre la photo si tu as vraiment envie d'avoir un endroit. Et la plateforme, son modèle de business, c'est d'avoir un pourcentage sur les prix finaux. Donc, elle charge entre 3 et 6% du loyer comme tarif de service. Parlons de problèmes de discrimination.
on a eu vraiment beaucoup de cas liés à la problématique de la discrimination et des traitements discriminatoires sur la plateforme Airbnb. Isabelle a déjà présenté brièvement l'étude qui a été faite par Harvard Business School. C'est vraiment celle-là qui a lancé tous les débats sur la discrimination sur Airbnb. Donc, les chercheurs, ils ont fait une enquête. Ils ont créé des faux profils avec des noms et des photos typiquement africo-américains et blancs. Ils ont demandé la disponibilité de plus de 6400 logements. Donc, c'était une recherche assez large dans 5 villes différentes aux États-Unis. Donc, c'est assez ciblé quand même. Et les résultats, vous les connaissez déjà. Donc, ils ont créé, ça j'ai trouvé intéressant comme méthode de recherche, parce qu'ils ont créé des profils masculins et féminins pour éviter que la recherche soit biaisée par les critères de genre. Donc, sur ces tableaux, vous pouvez voir un peu ce qui c'est un nom typiquement afro-américain. Donc, LaToya Williams, apparemment, c'est un nom, c'est la sœur de Michael Jackson, mais c'est un nom afro-américain. Et finalement, ils ont trouvé que les profils typiquement blancs ont 16% plus de chances d'être acceptés que les profils liés à une photo d'une personne typiquement afro-américaine, d'une personne noire. Donc, après ça, 2 ans après ça, il y a eu un cas assez intéressant, ça c'est plus récent, et que je suis sûre que peut-être vous avez entendu parler. Un cas en Caroline du Nord, à Charlotte, où une jeune étudiante a été refusée parce que la réponse était This is the South, darling. Find another place to rest your... C'est un mot presque interdit, niggerhead. C'est un mot très offensif, en fait. Et donc, elle a lancé les hashtags les plus cités sur Twitter, qui c'était les hashtags Airbnb while black. Donc, si vous mettez ces hashtags sur Twitter, vous allez voir qu'il y a des centaines et centaines de témoignages sur les cas de discrimination des discriminations raciales sur la plateforme. Donc, c'était assez impressionnant à l'époque. Et même aujourd'hui, hier, j'ai checké sur Twitter, il y a encore des gens qui utilisent cette hashtag. Il y avait aussi un autre cas, mais je ne vais pas exploiter ce cas parce que c'est lié à une personne transgenre. Donc, on va passer tout à fait à une autre chose. Et les cas les plus emblématiques, qui, vous les connaissez parce qu'elle a été assez discutée, c'est les cas Gregory Selden. Lui, je vais donner juste des petits détails sur ces cas. Lui, il était afro-américain. Il voulait louer un logement à Philadelphie. Donc, il a créé un profil sur Airbnb avec une photo. Il a contacté les propriétaires d'un appartement qui l'intéressait. Il y a une réponse assez rapide, en fait. Le propriétaire a juste dit « Je suis vraiment désolé, vous êtes très sympa, mais l'appartement n'est pas disponible ». Il a continué ses recherches sur la plateforme. Il a trouvé un peu curieux, en fait, l'effet que l'appartement continuait disponible sur la plateforme. Donc, il a un peu soupçonné. Il a décidé de créer un faux profil, cette fois-là avec une photo d'un homme blanc. Il a aussi changé son nom sur ses profils. Il a décidé de contacter les mêmes propriétaires et voir si l'appartement était disponible ou pas. Et pour sa surprise ou pas, la réponse a été également assez rapide. Et le propriétaire a juste dit vous êtes très bienvenue dans ma maison, en fait. Donc, l'appartement était tout à fait disponible. Bien sûr, Gregory Selden n'a pas trop aimé cette situation. Il a contacté ses avocats qui ont lancé l'idée d'avoir cette class action en Philadelphie. Donc, en fait, l'argument pour cette class action,
c'était de comparer Airbnb à un hôtel et son hôte aux agents des locations ou employés de l'hôtel. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est de ne pas seulement rendre l'autre responsable, mais aussi la plateforme. C'est ça toujours la question, parce qu'il faut quand même distinguer la plateforme des personnes qui discriminent. Les personnes seront toujours responsables, elles vont toujours répondre en justice. Mais le grand enjeu, c'est de rendre la plateforme responsable. Airbnb, très rapidement, a contesté sa responsabilité en affirmant quelque chose de très évident à ce stade-là, j'imagine. La plateforme a juste affirmé que, comme toutes les plateformes, elle est seulement un intermédiaire et elle n'a aucune responsabilité sur les choses qui sont faites sur la plateforme. Airbnb a insisté aussi, ça c'était une question procédurale, que les juges fédéraux n'étaient pas compétents à juger cette affaire parce que tout le monde, quand on s'enregistre en fait sur cette plateforme, on accepte les conditions générales d'utilisation d'Airbnb qui contiennent une clause exigeant que tous les conflits soient soumis à un arbitre. Donc, c'est vrai que cette question elle n'est pas complètement résolue en justice. L'arbitrage, en tout cas, est protégé par un secret. Donc on n'aura pas accès à ce qui est discuté dans cet arbitrage. Mais c'est vrai que toutes ces affaires, en fait, la répercussion du cas Selden, la répercussion de la hashtag While Black in Airbnb, la recherche de Harvard, qui si on va sur Google, on voit qu'elle a été citée plus de 250 fois. Tout ça a eu un impact immense sur la réputation de la plateforme qui s'est vue quand même obligée à répondre à ce qui se passe en fait sur la plateforme. Donc, comme Isabelle a brièvement annoncé, Airbnb a contacté cette avocate qui fait partie de la lutte contre la discrimination, spécialement dans le secteur immobilier aux États-Unis, pour formuler en fait un rapport sur la question des discriminations dans la plateforme. Et Airbnb utilise maintenant ces rapports comme base de sa politique globale anti-discrimination. Donc, ils ont lancé une politique globale anti-discrimination qui contient plusieurs points qu'on peut aborder ici brièvement. Donc, j'ai listé ici 8 points différents. Je l'ai mis en anglais, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais les premiers points de cette politique globale d'antidiscrimination, c'est de Airbnb Community Commitment. Donc, tout le monde qui fait partie de l'Airbnb doit s'engager à la communauté Airbnb. Donc, chaque membre de la plateforme doit accepter l'engagement. C'est quoi l'engagement? Et je vais me permettre de le lire en anglais. Donc, en fait, l'engagement, c'est « We believe that no matter who you are, where you are from, or where you travel, you should be able to belong in the Airbnb community. Regardless of race, religion, national origin, disability, sex, gender identity, sexual orientation, or age, with respect and without judgment or bias. Je trouve intéressant parce que tous ces aspects que j'ai mentionnés, la race, la religion et les autres, font partie littéralement de la FHA. Donc, ils ont reproduit les aspects protégés par la législation fédérale des Fair Housing Act. Un deuxième aspect de cette politique globale anti-discrimination, c'est enforcing rules. Parce que si on n'a pas de enforcement,
on n'a pas, le droit n'est pas efficace, en fait. On n'a pas de sens de parler d'une règle si on n'a pas d'enforcement. Donc, l'application de l'engagement, de cet engagement que je viens de vous parler. Donc, les propriétaires et les autres se voient rappeler de la politique d'antidiscrimination de la plateforme pendant les processus de réservation du logement. Donc, l'idée, c'est d'être rappelé tout le temps de que cette politique, elle existe. Troisième aspect, c'est hold host accountable. So, tenir l'hôte responsable. Donc, c'est un peu lié à l'affaire Gregory Seldon. Comme vous le savez, plusieurs membres de la plateforme ont dénoncé avoir été informés que le logement était déjà occupé et indisponible, quand en vérité, il n'était pas. Donc, pour cette raison, Airbnb va développer, et je n'ai pas pu vérifier, en fait, parce que je ne voulais pas réserver un hébergement, mais Airbnb va développer un outil pour éviter cela. Donc, pour éviter qu'on dise « Oh, c'est déjà occupé, donc vous ne pouvez pas venir ». Donc, si l'hôte il rejette un utilisateur de la plateforme en l'informant que le logement est déjà occupé, Airbnb va automatiquement bloquer les calendriers pour les dates demandées. Donc, les propriétaires n'auront plus la possibilité de louer son appartement ou sa chambre pendant les dates qu'il a refusées. Il y a un autre aspect qui concerne les open doors, ou portes ouvertes. Donc, si un utilisateur de la plateforme a des vrais problèmes pour trouver un logement et qu'il ou elle soupçonne que ça lui arrive pour un motif discriminatoire, un employé de Airbnb, disponible 24 heures, 7 jours par semaine, va lui trouver une place sur la plateforme ou ailleurs, ou même si c'était impossible, même en hôtel. Un autre aspect que je trouve intéressant et qui s'est déjà tout à fait implémenté, c'est la question des 1 million instant book listing. Donc, Airbnb va augmenter sa liste de réservations instantanées. Donc, c'est comme à l'hôtel. Si on trouve un appartement qu'on aime bien, il y a certains appartements qui sont directement disponibles. Donc, la personne ne doit pas accepter ta proposition. Tu peux réserver comme tel quel à l'hôtel. Un autre aspect assez audacieux, et je trouve que ça va être assez difficile d'implémenter, mais ils se sont engagés à au moins essayer de faire cela, c'est d'aller au-delà des photos, donc going beyond the photos. C'est vrai que les photos des utilisateurs, c'est un peu la force motrice de la plateforme qui est fondée sur une relation de confiance, mais ils se sont engagés à penser à des modèles alternatifs en fait, pour la photo. Ils n'étaient pas plus clairs sur l'engagement, mais c'est ça qu'ils ont accordé. Ils ont accordé aussi d'avoir une équipe permanente d'ingénieurs pour lutter contre les préjugés et pour promouvoir la diversité. Donc, ces personnes seront engagées, en fait, à détecter les biais de la plateforme et d'inventer des outils technologiques pour éviter ces biais. Et finalement, ils se sont engagés, ça fait partie de la plus grande partie des compagnies américaines, c'est d'avoir une force de travail en fait, d'employeurs plus diverses pour que ça puisse refléter sur la politique de la plateforme, de la compagnie. Parallèlement à ça, à cette politique globale anti-discrimination, globale en tout cas aux États-Unis. Airbnb a aussi réalisé un accord avec la DFIH de Californie, et spécifiquement en Californie, le Department of Fair Employment and Housing. Et c'est intéressant parce que ce département, en fait, c'est une agence de l'État de Californie. Cette agence, elle existe en plusieurs États aux États-Unis. Et elle est autorisée en Californie à faire de
ce qu'on appelle de Fair Housing Testings. Donc, cette agence, elle va pouvoir conduire des auditions contre la discrimination sur la plateforme. Comment cette agence va faire ça? En fait, elle va créer des faux profils pour tester en fait les différents utilisateurs sur Airbnb. C'est intéressant de noter que ces testings est quand même limité parce que ces testings, comment je pourrais dire, il existe déjà pour les real statements, pour les secteurs immobiliers professionnels. Donc, ces genres d'institutions, en fait, peuvent être testés. Mais sur Airbnb, en fait, c'est interdit de faire ça pour des individus, en fait. On peut le faire pour les gens qui sont considérés des professionnels. Ça veut dire des gens qui ont plus de 3 appartements sur la plateforme. Donc, si tu as plus de 3 appartements sur la plateforme, tu es considéré comme un real estate agent, comme un agent immobilier, c'est ça? Et du coup, tu peux être testé. Donc, cette audition, elle va être vachement limitée. C'est vrai qu'on trouve de plus en plus des professionnels, des agents professionnels sur Airbnb, des gens qui ont plus de 2 appartements, mais il existe aussi pas mal de gens qui louent leur propre maison ou leur propre chambre. Après cet accord, enfin, il existe un espoir que cet accord il va avoir des reflets dans d'autres États de la Fédération. En tout cas, ces testings sont autorisés seulement en Californie en ce moment. Et après cet accord, il y a eu une affaire, en fait, en Californie. C'était les premières affaires après avoir fait ça, en 2017. C'était une jeune fille d'origine asiatique. Je vais conclure. C'était une fille d'origine asiatique qui était refusée en raison de ses origines. Et finalement, le Department of Fair Employment and Housing a pu en fait mener une enquête parce que maintenant, il collabore avec Airbnb et la propriétaire elle a dû payer non seulement une somme de $5,000, mais aussi s'inscrire à un cours de Asian American Studies et aussi demander des excuses personnelles à cette jeune fille. Donc, juste pour finir ma partie, en fait, j'avais une vidéo très chouette sur cette affaire, je ne vais pas vous montrer. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'après tous ces cas, on observe une émergence des plateformes pour lutter contre les discriminations, soi-disant. Donc, assez récemment, il y a 2 ans, 2 Américains ont fondé une plateforme qui s'appelle Noir BNB. Donc, elle est dédiée aux personnes de couleur et autres voyageurs victimes de discrimination sur Airbnb. Mais en fait, cette plateforme a été objet de beaucoup de critiques. Ils ont décidé de changer le nom de la plateforme pour inclusive.com. Donc, on voit l'émergence des plateformes, on voit de plus en plus l'émergence des plateformes communautaires. Donc, on a aussi le Mr. BNB, qui c'est une plateforme créée pour les homosexuels, en fait, pour éviter une chose qui se passait beaucoup chez Airbnb, les besoins de les coming out à chaque fois, à chaque réservation. Donc, d'expliciter, surtout s'ils partagent la maison, s'ils partagent la cuisine ou je ne sais pas quoi, pour éviter que ces gens fassent les coming out à chaque fois, ils ont créé cette plateforme spécifique. Et en 2017, une nouvelle plateforme a été créée, les Muse BNB, donc une plateforme communautaire qui a envie de répondre aux besoins d'une communauté minoritaire, bien sûr, les musulmans.
Cette plateforme a été fondée en 2017. Et donc, je vais juste dire ce que les fondateurs de la plateforme ont dit. Il est parfois compliqué de voyager quand on est musulman. Soyons honnêtes, dans les climats actuels, les musulmans sont sujets à une série de stéréotypes et même d'harcèlement. Donc, c'était ça la raison par laquelle il a fondé cette plateforme. Et différemment de Airbnb, cette plateforme a toute une série de filtres, donc à proximité, par exemple, d'une mosquée, dotée d'ouvrages religieux, sans drogue, ni alcool, sécurisé pour les femmes qui voyagent seules. Donc, il y a plusieurs filtres que les gens peuvent choisir. Donc, pour moi, et on peut discuter ça tout de suite, la question qui reste est de savoir si la ségrégation, et ça, vous m'allez dire ce que vous pensez, est-elle la solution pour lutter contre la discrimination? Est-ce que la ségrégation est-elle la solution pour lutter contre la discrimination? Je pense que l'histoire nous a déjà répondu par rapport à ces propos, mais je passe la parole à Isabelle qui va vous dire quelques mots de conclusion, en fait. Merci. Rapidement, peut-être plusieurs questions pour le débat. Première question, est-ce que l'architecture des plateformes est de nature à renforcer ou non les discriminations? Alors, on peut se dire, dans le cas de Craigslist, qui est le premier cas qu'Anna vous a présenté, on voit que l'apparition de Craigslist aux États-Unis, mais partout dans le monde, a eu un effet, en fait, un effet démultiplicateur sur les annonces discriminatoires qui étaient en ligne. Craigslist met en combinaison avec le régime de responsabilité des intermédiaires aux États-Unis, qu'Anna vous a présenté, qui figure dans le Communication Decency Act de 1996. La réponse n'aurait pas été exactement la même en Europe, puisque la responsabilité des intermédiaires en Europe, en vertu de la directive sur le commerce électronique, répond à des critères un peu différents, dans la mesure où les intermédiaires, s'ils ont connaissance d'une activité illicite, doivent agir dans certains cas. Alors, si on prend toujours sur cette question d'architecture, si on prend le cas Airbnb, on pourrait se dire, en lien avec l'étude d'Harvard que je vous ai montrée sur les préjugés implicites, qu'à partir du moment où une plateforme base son mode opératoire sur des profils sur lesquels il y a une photo, simplement l'existence de la photo, on pourrait à nouveau se dire que cela renforce les situations de discrimination. Alors, à mon sens, on peut regarder le problème sous un autre angle. C'est de voir quelles sont en fait les potentialités que ces plateformes offrent pour la mise en œuvre du droit de la non-discrimination, donc pour assurer une meilleure effectivité de ce droit. Dans la mesure où, on l'a vu dans l'affaire, notamment une des affaires qu'Anna a présentées, l'affaire Selden, Airbnb s'en sort bien au niveau purement juridique devant le juge, puisque sa clause d'arbitrage fonctionne. Ça lui donne un rempart par rapport à la justice, mais très très rapidement, et même alors que la procédure est encore pendante, Airbnb commandite un rapport, pas n'importe qui, d'un membre influent de la CLU, et met en œuvre les différentes recommandations, en tout cas une série des recommandations proposées par Laura Murphy. Et je dirais même, pour rebondir sur ce qu'Anna a dit, qu'elle va plus loin, Airbnb va plus loin que ce que lui demande le droit fédéral américain, parce que quand on regarde les motifs de discrimination qui figurent dans la politique, dans des conditions générales maintenant mises en œuvre par Airbnb, on a l'orientation sexuelle qui ne fait pas partie du droit fédéral américain, on a l'identité de genre, on a une série de motifs par rapport auxquels le droit fédéral américain n'a jamais réussi à avoir un accord. Vous avez des législations dans certains États américains, mais certainement pas au niveau fédéral. Donc ça va plus loin. Ça dépasse les États-Unis, parce que lorsque vous êtes en Europe,
vous avez ce même type d'engagement auquel vous devez vous soumettre. Et aussi, on voit qu'Airbnb ouvre sa plateforme aux autorités publiques. Je veux dire, c'est pas rien de permettre aux autorités publiques de pouvoir mener des testings, des tests de situation, parce que ça donne évidemment, ça donne des possibilités énormes de pouvoir mener des testings sur une plateforme et non pas de mener des testings comme des associations le faisaient à Bruxelles encore il n'y a pas si longtemps, ils le font encore aujourd'hui, annonce par annonce, en téléphonant au propriétaire pour voir à partir du moment où je donne le nom du candidat locataire et si ce nom a une consonance étrangère, si le propriétaire va raccrocher au nez ou pas. Donc, je veux dire, l'efficacité, en tout cas, de cet outil est tout à fait démultipliée. Également, le fait de pouvoir avoir accès à des statistiques et c'est peut-être un des éléments sur lesquels il serait intéressant de réfléchir, d'avoir des statistiques pour pouvoir réfléchir éventuellement sur les modifications de l'architecture, les modifications que l'architecture de la plateforme dont elle peut avoir besoin pour justement diminuer la discrimination. Donc, par exemple, savoir de mesurer si à partir du moment où lorsque vous refusez un candidat, lorsqu'un autre refuse un candidat au logement, on bloque cette période de disponibilité automatiquement de son appartement. Est-ce que ça a un effet qui diminue l'impact discriminatoire? Et par rapport à ça, encore une chose dont je voudrais vous parler par rapport à l'architecture des plateformes et l'incidence sur la lutte contre les discriminations, c'est une étude sur laquelle Tylène a attiré mon attention, qui est une étude qui date de janvier 2018, qui concerne Uber. C'est une étude qui a été faite par l'université de Stanford, à nouveau par leur School of Business, comme dans le cas de Harvard. C'est vraiment les écoles de business qui sont intéressées pour le moment, qui s'intéressent à ces questions-là aux États-Unis. Et ils ont essayé de voir quel était le gender pay gap, donc la différence salariale entre hommes et femmes, par rapport aux chauffeurs de taxi Uber. Et ils montrent donc sur une étude qui concerne l'ensemble du territoire des États-Unis, donc qui concerne des milliers et des milliers de chauffeurs. Il montre qu'il y a un écart salarial entre hommes et femmes de 1,24. C'est-à-dire qu'une femme va gagner $1 par heure, un homme va en gagner $1,24 par heure. Donc il y a un écart salarial qui se retrouve là. Un écart salarial qu'on connaît bien, puisque dans énormément de pays, en Europe, en Belgique par exemple, l'écart salarial est plus ou moins encore à 12% entre hommes et femmes, 10%, 10 à 12%, je n'ai pas vérifié les chiffres. Mais donc ça se retrouve sur Uber. Comment est-ce que ça peut se retrouver sur Uber? Qu'est-ce qui peut expliquer et on parle par heure de travail, donc on ne parle pas tout volume de travail comparable. Et donc ces chercheurs ont montré notamment qu'une série de critères pris en compte dans l'algorithme d'Uber pour tarifer, pour fixer le montant de la course, potentiellement peuvent amener des discriminations. Et là, on parle bien de discrimination indirecte. Une pratique, un critère, une politique apparemment neutre qui, dans ses effets, a des effets discriminatoires. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est qu'il y avait 3 facteurs principaux qui permettaient d'expliquer cet écart salarial. Un facteur qui va vous faire rire, c'est le fait que les hommes ont tendance à conduire plus vite que les femmes. Et le fait qu'ils ont tendance à conduire plus vite que les femmes, qui peut poser des questions aussi en termes d'assurance, là ils payent l'assurance avant en tout cas plus cher, maintenant c'est interdit en tout cas en Europe, ça explique la moitié de l'écart salarial. Pourquoi? Parce que dans la manière dont le prix de la course est calculé, il y a un élément, il y a une combinaison du trajet que vous faites, mais également du temps que vous mettez. Et puis, il faut prendre également en considération le temps d'attente qui se réduit, évidemment, si vous faites vos courses plus vite. Vos trajets plus vite. Donc, la moitié de l'écart salarial
par rapport à cette différence-là, avec éventuellement la suggestion de neutraliser ce facteur dans la manière dont on construit l'algorithme qui va permettre de facturer une course de taxi. Deuxième critère qui est mis en évidence par ces auteurs, par ces chercheurs de Stanford, c'est le fait que les femmes ont tendance à travailler à des horaires où il y a plus de chauffeurs de taxi qui sont disponibles pendant la journée. Ça fait référence à une répartition des rôles dans les tâches familiales notamment et dans la garde des enfants bien connue de tous, mais qui donc se répercutent puisque les femmes vont être plus disponibles pendant la journée au moment où il y a plus de personnes disponibles, donc vont moins gagner. Et en plus, ne vont pas... vont être plus réticentes à aller dans certains quartiers qualifiés de considérés comme plus dangereux. Or, dans ces quartiers plus dangereux, il y aura moins de chauffeurs Uber disponibles et donc, à nouveau, ça va entraîner une différence salariale évaluée à plus ou moins 20% par ces chercheurs. Et également, ce qu'ils ajoutent pour les derniers 30%, c'est le fait que les femmes, à nouveau, ils montrent qu'en fait, quand vous avez une certaine, en tant que chauffeur de taxi, quand vous avez une certaine expérience sur Uber, c'est-à-dire avoir au moins fait 100 courses, vous gagnez en moyenne 15% de plus, pour une série de raisons qui mettent en évidence. Or, les femmes, en général, arrivent moins vite que les hommes à cette expérience-là, à nouveau pour toute une série de facteurs qui tiennent en partie à la répartition des rôles. Mais donc c'est vraiment tout à fait intéressant de voir à quel point, par rapport à une question qui est l'écart salarial entre hommes et femmes, dont on parle on en parle dans le traité de Rome en 1957, par rapport auquel la Commission européenne n'arrête pas depuis des années de publier des rapports, etc., où on voit qu'ici, il y a une prise éventuellement possible. En tout cas, il y a une compréhension du phénomène dans une étude qui est une étude... je veux dire, la taille de cette étude n'aurait pas été possible ou de manière très, très compliquée si toutes les courses de taxi n'avaient pas été répertoriées par Uber. Et donc, ce que l'on voit à la fois sans entrer chez Uber, mais très certainement chez Airbnb, on renvoie à un modèle qui est un modèle dont Benoît parlait lors du premier cours, un modèle de co-régulation, c'est-à-dire où, par rapport à un problème qui est un problème normalement soumis aux autorités publiques, c'est-à-dire lutter contre les discriminations, on va essayer de trouver ancrage, ce qu'on appelle des points de contrôle, de mettre la pression sur certains points de contrôle, que ce soit comme Airbnb, comme Uber, pour leur faire jouer un rôle dans cette lutte contre les discriminations, que ces discriminations soient conscientes ou soient inconscientes. Et cette démarche est soutenue aujourd'hui, en tout cas, par la Commission européenne, dans la communication que la Commission européenne a rendue en 2016, notamment. La Commission insiste véritablement sur le besoin pour les plateformes d'adopter une attitude responsable, que si elles adoptent cette attitude responsable, mais il faut vraiment faire en sorte que leur responsabilité elle-même ne soit pas engagée. Donc on voit la Commission européenne qui essaye d'avoir un équilibre entre, booster l'économie numérique et en même temps garder quand même sous le pied les différents intervenants dans cette économie pour éventuellement leur faire jouer le rôle de point de contrôle, rôle que les autorités publiques n'arrivent pas complètement à mener. Et la dernière question, Anna vous en a parlé. Donc 3 questions pour le débat. Réfléchir sur l'architecture des plateformes, réfléchir sur les manières d'une meilleure effectivité pour le droit à la non-discrimination, et puis ce phénomène des plateformes communautaires, qu'en pensez-vous? Voilà.